Bonjour à tous, je m'appelle Merim, je suis chef de projet développement durable au sein de Mazen. Je suis ravie de faire partie de cette nouvelle édition de Mazen Talent Campus 2018. Pour ma part, je vais vous faire une présentation au sujet du développement durable. On va tout d'abord essayer de comprendre ensemble ce que c'est que ce nouveau concept de développement durable en vous apportant un certain nombre d'informations plus ou moins théoriques. Et ensuite, on va voir comment le développement durable peut se mettre en place concrètement au sein d'une entreprise et plus précisément au sein de Mazen. Vous êtes des étudiants qui proviennent de divers horizons, qui ont des formations différentes et spécifiques et qui ont certainement des ambitions professionnelles propres à chacun d'entre vous. Et puis aussi, ça a été une question qui a été posée assez fréquemment dans les présentations de ce matin. Donc je vais partager avec vous mon parcours universitaire et professionnel. Je vais aller un peu plus dans le détail que mes collègues, parce que je pense que c'est important. J'ai obtenu mon baccalauréat à Rabat, puis j'ai poursuivi mes études supérieures en France dans une prépa intégrée, l'UTC, l'Université de Technologie de Compiègne, où j'ai obtenu un diplôme d'ingénieur avec une spécialisation en domotique et imotique. C'est des concepts qui sont peut-être assez nouveaux pour vous, peut-être, ou vous les connaissez. C'est tout ce qui concerne les installations automatiques dans un bâtiment, que ce soit un bâtiment, un ERP, un établissement recevant du public, donc pour des bureaux ou des bâtiments tertiaires, ou en domotique, plus pour du résidentiel, des maisons, des villas, des appartements, etc. Et ce sont un certain nombre d'installations qui vont permettre de réduire l'empreinte écologique de ces bâtiments, donc à travers l'étude de tout ce qui est éclairage, ventilation, climatisation, chauffage, volets, etc. Suite à cela, j'ai commencé à travailler chez KPMG à Paris, dans un cabinet d'audit et d'expertise comptable, dans lequel j'étais auditrice changement climatique et développement durable. En fait, l'objectif de mes missions était d'accompagner un certain nombre d'entreprises qui sont cotées en bourse, au SBF 120 ou au CAC 40, et qui ont l'obligation, de par la réglementation française, la loi Grenelle 2, qui ont l'obligation de publier un certain nombre d'informations environnementales, sociales et sociétales. Donc vous devez certainement savoir, l'ensemble des entreprises qui sont cotées en bourse doivent publier des informations financières pour donner une crédibilité à leurs chiffres financiers et les faire vérifier par des auditeurs, donc des parties externes. Et cette loi Grenelle 2, elle impose à certaines entreprises de publier aussi des informations de développement durable, donc des informations environnementales, sociales et sociétales. Alors on appelle ça des données extra-financières, mais ça ne veut pas forcément dire que ce ne sont que des données qualitatives, ça peut également être des chiffres, donc des données quantitatives, qui doivent être vérifiées par des auditeurs. Et donc pour ma part, j'étais auditrice dans cette entreprise, dans l'objectif de vérifier ces informations et d'attester la véracité de ces informations. Et il y a de cela 5 ans, du coup, j'ai quitté KPMG à Paris, je suis rentrée au Maroc pour poursuivre mon expérience professionnelle au sein de Mazen. Donc j'ai rejoint Mazen il y a 5 ans environ, dans le département développement dans l'entité développement durable, où je m'occupe de la gestion de l'ensemble des aspects environnementaux et sociaux liés à nos projets. Donc j'espère que je pourrai en inspirer quelques-uns et que certains d'entre vous choisiront de se diriger vers cette formation-là. Sans plus tarder, je commence ma présentation. Donc, on va essayer ensemble de définir ce que c'est que le développement durable. Par la suite, on va s'intéresser aux défis que nous vivons actuellement à l'échelle internationale, mais aussi aux défis que le Maroc spécifiquement vit d'un point de vue environnemental, social et climatologique. On va faire un petit rappel du développement durable au Maroc et comment le Maroc a mis en place cette stratégie de développement durable qui est la sienne. Puis le développement durable à Mazen, et enfin on conclura ensemble. Je voulais que ce soit plus ou moins interactif, alors je sais que vous êtes nombreux, mais bon, on va fonctionner avec le principe de lever sa main pour donner une réponse. Est-ce que vous, quand je vous dis... Ouais, je préfère que ce soit interactif. Si je vous dis développement durable, sans essayer de me donner une définition, une phrase ou quelque chose, juste des expressions, des mots ou des choses comme ça qui vous rappellent le développement durable. Quand je vous dis développement durable, qu'est-ce que ça vous inspire? Pour vous, qu'est-ce que c'est que le développement durable? Vous pouvez lever les mains? Oui? Durabilité. Mhm. Très bien, ok. L'environnement. Oui? Pardon? Smart City, ok. La société, très bien. Mhm. Le futur. Oui. La gouvernance.
l'économie. C'est très bien. En fait, c'est exactement ce que j'attendais comme réponse. Il y a des réponses qui sont assez variées. Bon, il y en a d'autres qui donnent des définitions plus précises. Et on parle de futur, de durabilité. Effectivement, c'est un mode de développement qui va être beaucoup plus soutenable. Au départ, on n'utilisait pas le terme durable, on utilisait soutenable. Aujourd'hui, on parle de durabilité. Mais les trois principales composantes du développement durable ont été citées. On parle de société, on parle d'environnement et on parle d'économie. Donc effectivement, c'est les trois composantes d'un mode de développement durable. Maintenant qu'on a tous vos inputs, je propose de vous faire d'abord un bref rappel historique. Donc bien évidemment, je ne vais pas passer par toutes les étapes ou tous les événements qui ont permis de définir le développement durable, mais depuis les années 70, il y a eu un réel passage entre une prise en compte de l'environnement, effectivement ce dont vous parliez tout à l'heure, à un réel concept de développement durable intégrant d'autres thématiques comme l'économie ou la société. Donc on commence par exemple en 1972 par le sommet de l'ONU à Stockholm sur l'homme et son environnement, où un certain nombre d'acteurs institutionnels provenant de différents pays ont commencé à s'intéresser à la prise en compte de l'environnement dans le mode de développement. En 1987, un rapport de Brundtland qui s'appelle Notre avenir commun a essayé de définir exactement ce qu'est le développement durable. On verra par la suite la définition. En 92, le sommet de la Terre à Rio, sommet de l'ONU sur l'environnement et le développement durable, a essayé de définir les moyens qui vont permettre de stimuler le développement durable au sein des sociétés. En 97, un protocole qu'on appelle le protocole de Kyoto a été établi. C'est un protocole, en fait, c'est une sorte de convention dans laquelle l'ensemble des pays qui sont membres des Nations Unies pour la lutte contre le changement climatique vont s'engager à respecter un certain nombre de préceptes et dont la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Bien évidemment, ça restait à cette époque-là un engagement purement moral, il n'y avait pas de contractualisation d'engagement. En 2002, le sommet de Johannesburg a été tenu où un certain nombre d'actions autour d'un plan d'action a été défini pour aller dans cette démarche de développement durable. La conférence Rio 2012, qui a été tenue 20 ans après le sommet de 92, a eu pour objectif d'essayer de définir un cadre institutionnel qui était propice à la mise en place d'une stratégie de développement durable. Donc c'est un certain nombre de pays qui se réunissent et qui essayent de réfléchir au meilleur cadre qui serait adapté à la mise en place de cette stratégie au sein des différents pays et qui bien évidemment reste adapté à chacun des pays. Et enfin, plus récemment, en 2015, toujours ces pays membres de l'UNFCCC aussi ont essayé de définir des objectifs de développement durable. Vous avez certainement dû les voir même durant la COP si certains d'entre vous ont eu l'occasion d'y participer. C'est un certain nombre de petits pictogrammes qui définissent quels sont les objectifs de développement durable. Donc ça peut aller de zéro pauvreté, zéro famine, le recours aux énergies renouvelables, etc. Donc bien sûr, c'est les principales dates, mais il y a eu bien évidemment beaucoup d'autres événements qui ont pu définir petit à petit le concept du développement durable et essayer de l'intégrer au mode de développement de chacune de nos sociétés. Alors, avant de définir ce que c'est, j'aimerais bien qu'on dise ce que ce n'est pas, parce que souvent il y a beaucoup de préjugés, d'idées reçues, des fausses idées du coup, sur ce qu'est le développement durable. Donc on dit oui, c'est juste un effet de mode, c'est une manière de faire un développement. En fait, non. Au-delà de la surmédiatisation qu'il y a autour du développement durable, ça représente un vrai modèle de société, un vrai modèle de développement. Ça ne concerne que l'environnement, donc non, ça ne concerne pas que l'environnement. Le développement durable est composé de trois thématiques qui peuvent allier à la fois des démarches en faveur de la protection de l'environnement, mais aussi des nouvelles opportunités économiques et sociales. La démarche développement durable ne concerne que les grosses entreprises. C'est encore une fois erroné. Le développement durable, c'est un mode de développement qui peut être adapté à n'importe quelle entreprise, peu importe le secteur d'activité dans lequel cette entreprise opère, et surtout peu importe la taille de l'entreprise. Et c'est tout le charme du développement durable, c'est qu'on va pouvoir réfléchir à des mesures qui seront mises en place et qui seront totalement adaptées à la taille de l'entreprise, au secteur dans lequel elle agit, à ses prérogatives et à ses objectifs. Ça va être totalement harmonieux avec le modèle de développement d'une entreprise. Enfin, le développement durable, ce n'est que de la communication et du marketing. Bon, il y en a effectivement qui peuvent penser ça, surtout des entreprises qui ne sont pas sensibilisées à cette démarche-là ou qui le font simplement pour ce qu'on appelle faire du greenwashing, c'est-à-dire simplement essayer de faire valoir une entreprise par certaines mesures environnementales.
Et ça peut représenter un réel risque parce que communiquer avant agir peut représenter un risque lié à la crédibilité d'une entreprise. Donc il faut faire vraiment très attention à ce que les démarches ou les mesures que vous allez mettre en place, que ce soit d'un point de vue environnemental, social ou économique, soient bien réfléchies et soient drivées par des axes directeurs qui auraient été définis préalablement. Donc on arrive finalement à la définition du développement durable. Donc je vous parlais tout à l'heure du rapport de Brundtland de 87, qui définit le développement durable comme l'a si bien dit votre camarade. C'est un mode de développement qui répond aux besoins des générations présentes sans compromettre les générations futures à répondre aux leurs. C'est-à-dire oui, effectivement, on doit pouvoir se développer aujourd'hui tout en répondant aux besoins et en les satisfaisant à 100%, mais simplement sans faire en sorte qu'on ait des impacts ou qu'on ait des conséquences qu'on entrave le développement de nos générations futures, de nos enfants et des enfants de nos enfants. Et Antoine de Saint-Exupéry disait « Nous n'héritons pas la terre de nos parents, mais nous l'empruntons à nos enfants. » C'est un processus qui fait que de génération en génération, finalement, c'est pas la nôtre, c'est la terre de nos enfants. Et nos enfants diront la même chose aux leurs. Donc, comme je vous le disais, le développement durable est composé de ces trois thématiques-là, l'environnemental, le social et l'économique. Et la concrétisation de ces trois objectifs s'appuie sur des mesures qui sont relatives à l'équité sociale. Donc, encore une fois, permettre la satisfaction des besoins essentiels des communautés en améliorant la qualité de vie et en proposant un certain nombre de services pour les sociétés liés à l'emploi, à l'éducation, les soins médicaux, les services sociaux, le logement de qualité, etc. Bien évidemment, en respectant les droits et les libertés de chacun. Conserver l'intégrité de l'environnement, donc à travers un ensemble de mesures qui vont être dans un objectif de préservation de l'environnement et préservation de la biodiversité, des écosystèmes qui nous entourent, parce qu'on va voir par la suite les impacts que peuvent avoir. Le lien finalement est difficile à faire au départ, mais finalement on se rend compte qu'il y a vraiment un lien entre des agissements que nous avons au quotidien et la destruction de notre planète et notre mode de développement qui n'est plus durable. Et enfin, l'amélioration de l'efficacité économique. Donc bien évidemment, on garde aussi en tête cet objectif de profitabilité ou d'augmentation de profitabilité en ayant une gestion optimale des ressources humaines, naturelles et financières. Ça peut passer par l'adoption de politiques gouvernementales appropriées, un principe de pollueur-payeur, c'est-à-dire qu'une entreprise qui va émettre des gaz à effet de serre va devoir payer des revendications ou financer des projets qui, eux, à contrario, vont éviter l'émission de gaz à effet de serre. Alors, si on a posé les bases, maintenant si je vous dis, selon vous, quels sont les défis auxquels on peut faire face aujourd'hui à l'échelle internationale. On se penchera sur les défis du Maroc un peu plus tard, mais à l'échelle internationale, quels sont les défis auxquels on peut faire face? Je vous donne un exemple, comme ça je vous donne des pistes. La famine, c'est un défi auquel on fait face. Est-ce que vous pensez à d'autres défis ou enjeux qui mettent en péril la stabilité de notre environnement? Environnement à prendre au sens large. L'environnement, c'est tout ce qui nous entoure. C'est pas forcément que le BA. Voilà. Vous pensez à d'autres défis? La gestion des déchets. Le chômage, oui, effectivement. Ouais. Le stress hydrique, très bien. L'éducation. Pardon? L'eau, la désertification, oui. La croissance démographique, effectivement. Pardon? Le gaspillage alimentaire. La santé, j'ai entendu aussi. Ouais. Donnez-moi, au-delà de la thématique, donnez-moi réellement, en termes de santé, par exemple, ce qui ne va pas. Le stress hydrique est effectivement un enjeu. On parle d'eau, mais on parle de stress hydrique. Ça veut dire que c'est ça le défi réellement. C'est le stress hydrique auquel on fait face. Donc si par exemple vous me parlez de santé, c'est plutôt... voilà, par exemple, l'apparition de nouvelles maladies ou la propagation de maladies infectieuses, par exemple. Oui? Quoi d'autre? On sèche? Ok. Donc effectivement, vous les avez à peu près tous cités, à part quelques-uns. L'accès à l'eau potable est un défi du monde d'aujourd'hui. La malnutrition ou la famine est un défi du monde d'aujourd'hui. La raréfaction de l'eau et donc le stress hydrique que nous vivons, même à l'échelle du Maroc, est international. La désertification et la destruction des couverts végétaux est un défi aussi. La fonte des glaces. Vous savez que l'Arctique, qui est un continent, est menacé de disparaître d'ici 2030. Et donc forcément avec toutes les espèces qui y vivent.
dans ce continent. La destruction des coraux. Les coraux sont un écosystème essentiel pour la survie de la diversité halieutique dans les mers. C'est en cours de destruction. La propagation des maladies infectieuses. Le monde est dangereux à vivre, oui certainement, mais pas à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui le regardent et qui laissent faire. Donc le grand défi d'aujourd'hui, c'est de se dire, bon, on a fait un mode de développement, ça allait avec toute la période d'industrialisation dont vous parlez Nézar ce matin, et de développement économique, etc. Maintenant, il faut faire face à ces problématiques qu'on a aujourd'hui, et c'est en adoptant un nouveau mode de développement qu'on va pouvoir résorber, ou du moins limiter ces problématiques-là. Donc voilà, le monde fait face à plusieurs défis. Les indicateurs qui illustrent ces défis-là sont alarmants, ils sont pratiquement tous au rouge et ils remettent en question notre mode de développement. D'un point de vue humain, on est plus de 7,5 milliards d'habitants sur la planète. On a une espérance de vie qui est très disparate entre les pays du Nord et les pays du Sud. 1,3 milliard d'habitants n'ont pas accès à l'eau potable. On a plus de 800 millions de personnes qui sont sous-alimentées, dont 200 millions sont des enfants. Vous en connaissez certainement les conséquences, surtout dans les pays subsahariens. Le fléau des maladies infectieuses s'est fortement aggravé depuis les 40 dernières années, avec des très grandes propagations. 35 millions de personnes sont affectées par le sida, dont 28 millions en Afrique subsaharienne. D'un point de vue environnemental, la désertification est alarmante, puisque chaque année, une superficie de l'équivalent du pays, de la Belgique, se désertifie. D'un point de vue de la biodiversité, il y a aussi beaucoup de milieux qui sont menacés, des milieux qu'on ne pense pas utiles, mais qui le sont tous. Si chaque chose a été créée, c'est parce qu'elle a son utilité. Par exemple, les zones humides, les mangroves, les bocages. Vous savez ce que c'est, les mangroves ? Les mangroves, c'est des sortes de marécages, c'est des marais végétaux qui sont en côte de littoral, et qui favorisent la préservation de l'écosystème et qui protègent par exemple des tsunamis ou des vagues de mer et qui sont malheureusement de plus en plus détruites. Les bocages, ce sont les levées de terre naturelles, c'est des sortes de talus qui sont entre les parcelles agricoles et qui sont des levées de terre naturelles qui permettent de protéger les cultures, de protéger la propagation d'insectes ou la propagation de contamination entre une parcelle et une autre, donc qui protègent notre agriculture et donc les produits que nous consommons. Ces milieux-là sont également menacés de disparition. Près de 100 espèces de mammifères et de 150 espèces d'oiseaux ont disparu en un siècle. D'un point de vue des ressources halieutiques, 74% de la pêche est en surexploitation des ressources. Et depuis les années 2000, un tiers des récifs coralliens ont définitivement disparu. C'est assez catastrophique. D'un point de vue climatique, on en a parlé également ce matin, mais très brièvement. La température moyenne du globe a augmenté de 0,7 degrés depuis la fin du XXIe siècle. On peut imaginer que c'est rien du tout, mais c'est juste catastrophique. D'ailleurs, on va en parler dans la suite de la présentation, mais il y a les COP finalement, les rassemblements entre tous les pays membres, c'est dans l'objectif de réduire l'augmentation de la température de la Terre, donc c'est catastrophique. Les émissions mondiales ont également augmenté de 2% par rapport à 2016. Certaines îles sont menacées d'immersion. Le niveau de la mer a augmenté de 17%. La banquise arctique, dont je vous parlais tout à l'heure, est menacée de disparition avec toutes les espèces qui y vivent. Les océans sont de plus en plus acidifiés à cause justement de l'augmentation de la concentration de CO2 dans notre air ou dans l'eau. Il y a une menace de manière générale sur l'ensemble de la biosphère. Bon, effectivement, ce bilan est assez catastrophique, mais c'est pour sensibiliser à l'importance d'adopter un nouveau mode de développement. Alors, vous allez peut-être me dire, oui, mais moi je m'en fous que l'Arctique disparaisse, que de toute manière je comptais jamais y aller, mais on va voir plus tard que finalement il y a un lien entre tout. Donc, ces défis-là sont des défis ou des indicateurs plutôt que je vous donne qui sont à l'échelle internationale. Maintenant, est-ce qu'au Maroc, on va plutôt parler des défis climatiques, puisqu'après on va faire le lien avec ce que fait Mazen, mais du coup par rapport au Maroc, est-ce que vous avez vécu ou entendu parler dans les médias, dans les radios, les télévisions, de défis climatiques que nous vivons actuellement au Maroc ? Vous n'avez pas remarqué qu'il fait beaucoup plus chaud en été,
qu'il y a beaucoup d'inondations, que les précipitations se sont raréfiées. Alors voilà, ce sont tous les défis que nous vivons actuellement et pour lesquels je pense que vous avez peut-être plus de sensibilité que ceux que je viens d'exposer aujourd'hui parce que nous les vivons. Et donc selon vous, est-ce que le Maroc est un pays pollueur? Oui, non, essayez de justifier un petit peu votre réponse. On peut lever la main? Selon vous, c'est un pays... c'est soit oui, soit non. Donc si vous me dites oui, expliquez-moi pourquoi. Si vous me dites non, expliquez-moi pourquoi. En tout cas, votre vision de la chose. Non, j'entends non. Pourquoi? D'accord. Pas d'autres réponses? Pardon? Exactement. Alors, les deux réponses sont correctes finalement. Pourquoi? Parce que les émissions de CO2 du Maroc, quand on regarde le graphique de haut, on voit bien que depuis les années 60 jusqu'aux dernières années, les émissions de CO2 du Maroc ont fortement augmenté et vont de manière exponentielle. Donc c'est corrélé justement au développement économique que nous enclenchons depuis un certain nombre d'années au Maroc, ce qui est totalement logique. Maintenant, quand on vient comparer nos émissions de CO2 à un pays, j'ai choisi arbitrairement la Chine, mais j'aurais pu choisir un autre pays industrialisé ou parmi les puissances mondiales. Vous vous rendez compte que notre courbe, je ne sais pas si vous la voyez, mais elle est totalement en bas. Elle est sur l'axe des abscisses. Vous voyez, on a l'impression que nos émissions de CO2 sont quasiment stabilisées année après année. Ça montre bien qu'effectivement, nos émissions de CO2 évoluent année après année et augmentent, ce qui n'est pas une bonne chose, mais que si on veut se rassurer d'un point de vue comparaison avec un autre pays pollueur, effectivement, on se situe parmi les pays faibles émetteurs de gaz à effet de serre. Donc effectivement, on fait partie de ces pays qui sont faiblement émetteurs de gaz à effet de serre, mais malheureusement qui en subissent fortement les conséquences. On subit les impacts du changement climatique dans leur intensité, dans leur diversité et dans leur occurrence. C'est-à-dire qu'ils sont de manière très intense. Les inondations qu'on a sont des inondations qui ont de très fortes conséquences, à la fois sur notre environnement, mais aussi notre économie. Dans leur occurrence aussi, puisqu'on les voit de plus en plus fréquents, ces crues ou ces inondations qui sont dangereuses. Donc on va les voir petit à petit, mais on va s'intéresser à 4 paramètres climatologiques que sont les températures, la sécheresse, les précipitations et les inondations. Donc entre 1960 et 2000, le réchauffement moyen global sur le Royaume du Maroc est estimé autour de 1 degré, ce qui est quand même beaucoup. Un maximum de réchauffement de 1,4 degré pour la région sud-est du Maroc. Toutes les températures maximales et minimales sont à la hausse. Et les vagues de chaleur progressent fortement au détriment justement des vagues de froid. D'un point de vue des précipitations, il y a eu une diminution de la quantité de pluie recueillie entre 3 et 30% depuis ces années, de 1976 à 2006, et une régression significative des précipitations, plus particulièrement dans certaines zones et pendant les saisons hivernales. D'un point de vue des sécheresses, je pense que si vous connaissez un membre de votre famille ou de votre entourage qui est dans l'agriculture, je pense qu'il doit bien vous expliquer qu'ils en souffrent fortement. Le nombre de jours consécutifs sans pluie a atteint 15 jours, même pendant la saison pluvieuse, ce qui est quand même assez alarmant. Même pendant les saisons pluvieuses aussi, la baisse des précipitations est de l'ordre de 23 mm en moyenne. Et d'un point de vue des inondations, donc de 1995 à 2010, ces 15 dernières années, beaucoup d'inondations ont été enregistrées dans le royaume, tant au niveau de leur intensité qu'au niveau de leur fréquence. On a vécu malheureusement des crues massives à Ourika, Mohamedia, Rachidia, le Gharb, le Haouz, le Souss aussi, ces dernières années qui ont malheureusement eu des conséquences à la fois d'un point de vue environnemental, mais aussi des dégâts économiques très importants et surtout des pertes humaines aussi. Voilà, donc depuis un certain nombre d'années, le Maroc a commencé à prendre conscience de l'importance de réfléchir à un nouveau mode de développement qui va permettre de s'adapter ou d'atténuer les conséquences du changement climatique. Donc il y a un certain nombre d'engagements que le Maroc a pris à l'échelle internationale. Tout d'abord, en signant cette convention de la CNUC, à l'occasion du sommet de la Terre de Rio dont je vous parlais tout à l'heure, qui avait eu lieu en 1992. C'est quoi la CNUC? C'est les United Nations for Fight Against Climate Change. Donc c'est l'Organisation des Nations Unies qui œuvre pour la lutte contre le changement climatique et qui regroupe un certain nombre de pays qui ont le choix ou non de la ratifier ou de la signer. Et le Maroc a fait ce choix-là, de faire partie de ces pays, malgré le fait que nous soyons un pays faible émetteur de gaz à effet de serre, mais étant donné que nous en vivons
les conséquences, que nous en subissons les conséquences, le Maroc a décidé de signer cette convention. En 1995, on ratifie la convention. La différence entre une signature et une ratification, c'est qu'une signature, on fait partie des pays membres. Maintenant, quand on la ratifie, c'est qu'on s'engage à mettre en place des mesures. Le Maroc a également contribué activement à tous les travaux de négociation des organes de la convention. En 1997, nous avons signé le protocole de Kyoto et nous l'avons ratifié en 2002, ce qui veut dire que nous avons essayé de mettre en place un certain nombre de projets qui allaient diminuer les émissions de gaz à effet de serre de notre pays, les émissions totales de notre pays, tout secteur d'activité confondu. On a tendance à l'oublier, mais le Maroc a accueilli la COP7 en 2001 à Marrakech, où les accords de Marrakech ont été adoptés. L'objectif de ces accords-là, et c'est quand même un grand tournant finalement dans les négociations internationales, les accords de Marrakech, c'est quoi? C'est la mise en place d'un système qui va permettre ce qu'on appelle le système MRV, Monitoring, Reporting, Verification. C'est un système qui va permettre pour toute institution, tout organisme, tout pays, ou peu importe l'échelle dans laquelle on se trouve, de mesurer les réelles émissions de CO2 qui seraient évitées par ce projet et qui soient bien évidemment cohérents et conformes à certaines exigences internationales. En 2010, nous adhérons à l'accord de Copenhague et nous soumettons justement à cet organisme de la CNUC, des Nations Unies, une liste de mesures d'atténuation pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2020. Et on a mis en place depuis 2009 un plan national de lutte contre le réchauffement climatique. Voilà, avec bien évidemment la mise en place aussi de tout le cadre gouvernemental qui va être en charge de coordonner ces activités dans le pays, à l'échelle nationale et internationale, donc à la fois les représentants locaux dans chacune des régions du Maroc, mais également le point focal qui va permettre de négocier avec les parties ou les pays membres de cette organisation des Nations Unies. On a également fait notre seconde communication nationale en 2010, qui fait l'inventaire de nos émissions de gaz à effet de serre en fonction des secteurs d'activité. Et enfin, la très connue COP 22, qui s'est tenue à Marrakech en 2016, et où l'accord de Paris a été ratifié. Alors, l'accord de Paris, c'est quoi? Une année auparavant, la COP 21, elle a eu lieu à Paris. Durant cette COP-là, l'ensemble des pays membres ont déposé auprès de l'organe de gouvernance des Nations Unies ce qu'on appelle les INDC, Intended National Determined Contributions. Ce sont les intentions, donc ça restait au statut d'intention et pas encore de formalisation, l'intention de réduire les émissions de gaz à effet de serre d'un certain pourcentage en fonction d'un business as usual. Chaque pays a soumis son INDC à Paris. Et finalement, au Maroc, ces INDC sont devenus NDC, Nationally Determined Contributions. C'est-à-dire qu'on passe d'une intention à un réel engagement de réduire. Donc le Maroc, par exemple, s'est engagé à réduire de 42%, avec 17% en inconditionnel, c'est-à-dire réduire de 17% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, sans forcément mobiliser de financement externe, et un pourcentage supplémentaire pour atteindre les 42% si mobilisation de financement externe. Donc la stratégie du Maroc en termes de lutte contre le changement climatique est guidée par deux principes. Bien évidemment, on n'a pas réinventé la roue. Ces deux principes-là, c'est les deux principes que l'on utilise et que toutes les instances internationales ou tous les pays utilisent pour faire en sorte de diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre. Ça peut être des mesures qui sont liées à l'atténuation ou l'adaptation. Donc pour faire la différenciation, j'ai fait un bref petit rappel. Concentration croissante des gaz à effet de serre induisent du coup changement climatique, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, précipitations, les températures qui augmentent, les inondations, etc. Donc ça a des impacts. Et ces impacts-là, on veut essayer de trouver des solutions. Quand les solutions sont relatives aux impacts, c'est-à-dire on fait en sorte de réduire ces impacts ou juste de les maîtriser, on appelle ça l'adaptation. On s'adapte à ce qu'il y a déjà. Quand par contre, on met en place des mesures qui vont s'attaquer à la source du problème, c'est-à-dire aux émissions de gaz à effet de serre, là on parle d'atténuation. Donc, par exemple, les projets de Mazen, selon vous, c'est des projets d'adaptation ou d'atténuation? Atténuation. On parle d'atténuation, pourquoi? Parce qu'on va agir à la source, on va essayer de produire de l'électricité, mais en utilisant une source renouvelable, c'est-à-dire que on se substitue des énergies fossiles qui, elles, normalement, émettent les émissions de gaz à effet de serre. Mais on va utiliser une source qui va nous permettre de ne pas les émettre. C'est bon ? Et donc le Maroc, finalement, il va jongler entre ces deux principes-là, l'atténuation et l'adaptation. Et donc il va mettre en place un certain nombre de politiques qui vont se décliner en projets.
Et ces projets-là, ces mesures vont être appliquées dans tous les secteurs d'activité. L'agriculture, le transport, l'industrie, les déchets, la santé, le tourisme, l'eau, la pêche, la biodiversité, etc. Et l'énergie. Et c'est là, en fait, je l'ai mis en gras, c'est là que finalement Mazen est. Donc vous vous rendez compte que finalement Mazen n'est qu'un exemple d'actions qui sont relatives à l'atténuation dans un des secteurs d'activité dans lequel le Maroc peut agir. C'est-à-dire qu'il y a un très 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 large éventail de mesures ou d'actions qui peuvent être en faveur de la lutte contre le changement climatique. Voilà, alors le développement durable au Maroc, finalement, on s'est rendu compte, et le Maroc s'est rendu compte que le développement qui était entièrement axé sur le développement économique, le tout économique, il ne marchait plus finalement. Il y a beaucoup de défis auxquels nous devons faire face et qu'il fallait forcément réfléchir à un nouveau mode de développement. Je vous ai mis ici une petite frise chronologique dans laquelle on voit bien qu'il y a 3 grandes étapes que le Maroc a vécues par rapport à la prise en compte, enfin pour passer de la prise en compte de l'environnement au concept de développement durable. Une première phase dans les années 90, qui est le temps qu'on appelle le temps des réformes. C'est plutôt une mise à niveau économique et social. Donc il y a eu une création d'un département de l'environnement dans nos ministères, dans le gouvernement, une loi relative à l'eau, mais il y a eu surtout des programmes qui sont dirigés vers les populations rurales. On en a parlé ce matin, donc c'est des programmes principalement dirigés vers l'approvisionnement en eau potable pour les populations rurales, l'électrification de la population rurale et le désenclavement par la création de routes qui vont permettre de désenclaver les populations rurales. Par la suite, on est passé entre les années 2000 et 2009 à une phase d'accélération du développement avec la mise en place de fondamentaux. Nécessairement, on s'est rendu compte que pour pouvoir mettre en place des plans d'action, il fallait commencer par la base et mettre un cadre institutionnel. Donc c'est là qu'il y a eu une mise à niveau environnementale avec la mise en place d'un grand nombre de lois environnementales. La 1103 relative à la protection et mise en valeur de l'environnement, la loi 1203 sur les études d'impact sur l'environnement, la 1303, la lutte contre la pollution, des plans qui ont été mis en place également, le plan de développement économique et social, le plan émergence industrielle, mais aussi des programmes sociaux qui ont été mis en place, comme la charte de l'éducation, comme la nouvelle Modawana, etc. Et vers la fin de cette phase-là, les stratégies commençaient à être réfléchies et à être lancées. Et c'est là, du coup, que la stratégie énergétique est née en 2009, relative qui avait pour objectif de centrer cette stratégie vers le développement des énergies renouvelables. Et enfin, la dernière phase, et la phase dans laquelle on se trouve aujourd'hui, c'est la réforme constitutionnelle, avec réellement l'opérationnalisation, donc la concrétisation du développement durable. On a eu une stratégie nationale de l'environnement qui a été établie en 2012, une loi cadre, la 99-12, qui était la charte nationale de l'environnement et du développement durable. C'est parmi les premières années où au Maroc on entend parler de développement durable, et plus spécifiquement son article 14 de cette charte, qui élabore la stratégie nationale de développement durable. On va y arriver juste après. 3 années ont été nécessaires pour élaborer cette stratégie de développement durable qui a été finalement adoptée en juin 2017. Alors, la SNDD, la stratégie nationale de développement durable. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est une déclinaison de cette charte dont je vous parlais tout à l'heure, de l'environnement et du développement durable. L'article 14 de cette loi cadre stipule toutes les politiques publiques et sectorielles qui doivent s'y conformer et dans un délai de 2 ans. Ce qui veut dire qu'à partir de la mise en application de cette stratégie, de juin 2017, elle a été approuvée par le Conseil des ministres, il fallait commencer à mettre en place et à mettre en œuvre cette stratégie. Ces objectifs fixaient les grandes orientations et le cadre stratégique au sein duquel les politiques, les plans et les programmes seront définis, harmonisés, révisés dans une perspective de développement durable. Finalement, il y a eu beaucoup de plans qui ont été mis en place au cours des 20-30 dernières années. L'objectif, c'était de recentrer tous ces plans-là, de réétudier tous ces plans-là de telle sorte à ce qu'ils aient une ligne directrice commune. Et cette ligne directrice commune, c'est le développement durable, c'est-à-dire adopter un mode de développement qui va permettre de durer dans le temps. Sa vision, donc, c'est accélérer la transition vers une économie verte et inclusive. Et on remarque tout de suite, bien évidemment, qu'elle est axée autour des 3 composantes du développement durable, une 4e qu'on va voir, mais qui est tout aussi importante. L'économie, bien évidemment, renforcer la compétitivité économique du Maroc, assurer le développement social et humain en ayant une réelle cohésion,
Bien évidemment, systématiquement prendre en compte la protection de l'environnement dans n'importe quel programme ou démarche que nous mettons en place. Et enfin, ils ont rajouté une dernière composante qui est aussi très importante, c'est la culture. Il faut pouvoir adopter un mode de développement durable, mais qui soit adapté à nos cultures. Ça, c'est vraiment le nerf de la guerre. La vision est déclinée en 7 enjeux prioritaires, donc c'est les 7 thématiques dans lesquelles les programmes pourront s'insérer. La gouvernance, donc vous parliez tout à l'heure, quelqu'un m'a cité la gouvernance, ça fait partie des thématiques de la stratégie nationale de développement durable ou des enjeux prioritaires. Il faut consolider cette gouvernance, c'est-à-dire il faut qu'ils mettent un cadre législatif, institutionnel, avec des personnes, des rôles, des responsabilités. L'économie verte, réussir la transition vers une économie verte, et c'est dans cet enjeu-là que se trouve le programme de Mazen. L'enjeu 3, qui est la biodiversité, avec une gestion et une valorisation des ressources naturelles, permettant de renforcer et de conserver la biodiversité. Les changements climatiques, assurer la mise en œuvre de la politique nationale de lutte contre le changement climatique. Les territoires sensibles, une vigilance particulière doit être accordée aux territoires sensibles. La cohésion sociale, donc permettre le développement humain et réduire les inégalités sociales et territoriales. Et enfin, la culture, développer les connaissances en matière de développement durable. Il faut qu'il y ait du capacity building. Il faut que chacun puisse expliquer à son prochain qu'est-ce que ce développement durable. Donc, ces différents enjeux-là ont été déclinés en 31 axes stratégiques et 138 objectifs, dont l'objectif de Mazen. Donc, c'est vous dire le nombre de mesures ou d'actions qui peuvent être mises en place dans une stratégie DD. Et 4 principes directeurs sont fixés par le gouvernement. La conformité internationale. Si on veut faire les choses correctement, autant bien les faire. Donc il faut à la fois qu'on respecte la réglementation nationale, mais qu'on respecte aussi ou qu'on se donne aussi comme objectif d'être parmi les meilleures pratiques internationales, qu'on puisse être pris comme exemple dans ce qu'on va réaliser. La conformité avec les principes de cette loi cadre, donc la SNDD est extraite et l'article 14 de cette charte, donc il faut respecter les principes de cette charte. Il faut aussi respecter le principe d'engagement des parties prenantes. Le terme engagement est à prendre en anglais comme engagement, comme implication, et pas engagement comme contractuellement. C'est un processus continu qui va engager ou qui va impliquer l'ensemble des acteurs. Et enfin, la stratégie opérationnelle. Il faut justement que cette stratégie nationale de développement durable soit appuyée sur des plans, des stratégies, des programmes, des projets à mettre en œuvre, et que ces projets, on ne soit pas simplement là à les définir, mais qu'on fasse en sorte de mettre en place un système de suivi qui va permettre de mesurer à travers des indicateurs la bonne réalisation de ces projets. Très bref rappel, donc du coup l'enjeu 2 de la stratégie nationale de développement durable, réussir la transition vers une économie verte, l'un des exemples des projets, ou des stratégies plutôt, c'est la stratégie énergétique nationale qui a été établie en 2009 par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dans lequel les 3 plans solaires, éoliens et hydrauliques ont été fixés avec un objectif de 42% du mix énergétique, de la capacité installée provenant de sources renouvelables à 2020. C'est là qu'en 2010, la loi 5710 a créé Mazen, Moroccan Agency for Solar Energy, qui a été l'acteur central dédié à l'opérationnalisation du plan solaire ou au développement du plan solaire, qui avait pour objectif d'installer 2000 MW de projets d'énergie solaire d'ici 2020. Sauf que voilà, comme le disait Hicham Bouzkri tout à l'heure, on a beau faire des projets, à un moment donné, il faut concrétiser. Et en 2016, justement, il y a eu à la fois l'opérationnalisation de la première centrale de Ouarzazate, mais il y a aussi un tournant dans l'histoire de Mazen. C'est cette loi 5710 qui a été remodelée et qui a été remodelée pour aboutir à une autre loi de redéfinissant les prérogatives de Mazen. On devient l'acteur central chargé de piloter l'ensemble des énergies renouvelables, l'éolien, l'hydraulique, le solaire et même d'autres énergies. Et pendant la COP22 à Marrakech, cet objectif de 42% de capacité installée à 2020 a été rehaussé à 52%. Bon, je ne vais pas refaire les 3 diagrammes, je pense que on vous l'a présenté suffisamment ce matin. On était en 2009 à 28% de puissance installée provenant de renouvelables. Aujourd'hui, on en est à 34-36. Il faut qu'on arrive à 42 en 2020 et à 52 en 2030, ce qui est très ambitieux comme stratégie énergétique au Maroc. Et même à l'international. C'est un objectif qui est salué par toutes les instances internationales. Maintenant, le développement durable à Mazen. Brièvement, je vais vous donner juste un petit
une petite présentation de l'équipe qui est en charge de gérer ces aspects de développement durable au Mazen. Bon, alors, une petite introduction à Mazen. Ce qu'on appelle développement durable, c'est plutôt la gestion des aspects environnementaux et sociaux spécifiques à nos projets. On a pour ambition, parce qu'on est encore jeune à Mazen, on a 6 ou 7 ans à Mazen, donc c'est une entreprise qui est assez jeune. On a l'ambition de mettre en place une stratégie de développement durable qui soit axée sur ces 3 piliers dont on parlait tout à l'heure. Mais aujourd'hui, le développement durable à Mazen est axé vers la gestion des aspects environnementaux et sociaux liés au développement des projets. Donc il y a 7 membres permanents qui travaillent à temps plein, provenant de différents départements. Le département de la structuration, dans lequel je suis avec 2 analystes. Le département développement local. Le développement local fait partie d'un des piliers de Mazen dont on vous a parlé ce matin. C'est le département qui est en charge de mettre en place un certain nombre de projets sociaux aux alentours des zones d'implantation des projets. Et le département réalisation, c'est le département qui est en charge de faire le suivi de la construction, dans lequel on a les responsables HSSE, hygiène, santé, sécurité, environnement. Et en cas de besoin, Mazen peut se faire accompagner par des consultants ou des experts externes. Alors, avant de passer à qu'est-ce qu'une EIES, donc la gestion des aspects environnementaux et sociaux à Mazen se fait à travers 3 documents de sauvegarde environnementaux et sociaux. Ces 3 documents, c'est quoi? C'est une étude d'impact, un plan d'acquisition de terrain et un plan d'engagement des parties prenantes. Ce qui veut dire que chaque fois qu'on va mettre en place un projet, il va falloir respecter ces 3 sauvegardes environnementales et sociales. Je ne sais pas si dans le cadre de vos formations, vous avez déjà eu à faire ou avoir l'exercice de lire par exemple une étude d'impact. Par exemple, est-ce que certains d'entre vous ont déjà lu ou vu ou travaillé sur une étude d'impact environnemental? Non? Vous n'êtes pas endormi? Allez-y, il n'y a pas de fausse réponse. Non? Ok. Alors, l'étude d'impact sur l'environnement, c'est un processus, c'est une étude qui a pour objectif, en tout début de planification d'un projet, de définir et d'évaluer les risques et impacts que peut avoir un projet. Donc on peut imaginer qu'une centrale solaire, ça ne va pas avoir d'impact sur l'environnement, mais si, détrompez-vous. Par exemple, la technologie thermique qui a été utilisée, le CSP Parabolic Trough, c'est une technologie qui va utiliser un fluide caloporteur, le HTF, le Heat Transfer Fluid. Ce fluide-là, il est dangereux. S'il y a une fuite, il y a contamination de sol, il y a potentielle contamination des nappes, ce sont des potentiels impacts. Et donc l'objectif de cette étude est d'établir les différents impacts sur les milieux physiques, biologiques et humains, et d'évaluer pour chacun de ces impacts identifiés les mesures compensatoires qu'on peut mettre en place. Et ces mesures sont mises en place en phase de construction et en phase d'exploitation. Il y a un cadre législatif qui régit ces lois, c'est la loi 1203 marocaine qui est relative aux études d'impact sur l'environnement et qui va établir la structure et le contenu de l'EIES. Il y a également le décret, un décret 204-564 qui fixe les modalités de l'organisation d'une enquête publique. C'est quoi une enquête publique ? Chaque fois qu'on va faire une étude, cette étude va devoir être présentée à l'ensemble des parties prenantes. C'est-à-dire qu'on va faire une réunion, on va inviter l'ensemble de la population avoisinant le projet, on va inviter les communes territoriales, les départements ministériels locaux, les associations locales, les ONG locales, et on va présenter le projet afin de recueillir leurs questions, leurs interrogations, apporter un certain confort, apporter des réponses à leurs questions. Bien évidemment, quand nous réalisons nos études d'impact sur l'environnement, nous respectons la réglementation nationale, mais nous avons surtout une obligation, et maintenant aujourd'hui ça fait partie de notre mode de travail, mais de respecter les exigences des bailleurs de fonds. Donc vous avez dû l'entendre ce matin, nos projets sont financés par des bailleurs internationaux, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, la Banque européenne d'investissement, l'Agence française de développement, la Banque allemande, la KfW. Et ces bailleurs-là, en fait, ils sont... Tout à l'heure, vous avez posé la question, quelles sont les exigences pour attirer des financements ? Parmi les exigences, il y a des exigences environnementales et sociales. Donc ces bailleurs-là, pour pouvoir lever des financements, donc pour que nous puissions lever des financements auprès de ces banques et pour que ces banques puissent nous accorder ces prêts concessionnels, il faut que nous respections un certain nombre d'exigences environnementales et sociales. Ce qui veut dire que chacune de ces banques-là ont une sorte de bible, une sorte de guidelines, où il y a tous les préceptes
les prérequis, les exigences, les contraintes que doit respecter le projet qui va être financé. Ce qui veut dire que ce travail de mise en conformité de nos documents de sauvegarde environnementale et sociale avec la réglementation nationale ne suffit pas. Parce que vous vous doutez bien que les exigences des bailleurs de fonds sont beaucoup plus strictes que les exigences nationales. Donc une étude d'impact, qu'est-ce qu'elle comporte? Une description, donc, comme vous n'en avez jamais vu, on va faire un petit rappel de ce que ça contient une étude d'impact. On va commencer par faire un état initial du site, en présentant les composantes biologiques, physiques et humaines, donc c'est de la pure description. Une étude d'impact environnemental est généralement réalisée par des bureaux d'études qui vont mettre sur la mission un groupe d'experts composé de différentes personnes provenant de divers horizons. Il peut y avoir un ornithologue, c'est le gars qui connaît toutes les espèces d'oiseaux et qui va savoir exactement quels sont les oiseaux le corridor d'oiseaux qui va passer à côté du site, ou les espèces d'oiseaux sur sol qui habitent ou qui viennent passer leur phase de nidification sur ce site-là, etc. Donc il peut y avoir un ornithologue, il peut y avoir un expert en hydrologie, un expert en géologie, un expert en sociologie, etc. C'est la particularité d'une étude d'impact, c'est qu'elle est vraiment large et qu'elle comprend à la fois des composantes biologiques, physiques et humaines. On va ensuite décrire les principales composantes, les caractéristiques et les étapes principales du projet en soi. Par la suite, on va faire une évaluation des potentiels impacts négatifs ou positifs sur ce milieu. C'est-à-dire que pour chacune des thématiques, la thématique eau, la thématique sol, la thématique géologie, la thématique gestion des déchets, on va essayer d'identifier pour notre projet spécifique quels sont les potentiels impacts que cela peut avoir. Ensuite, une fois qu'on a identifié ces impacts, on va proposer des mesures. Par exemple, on va dire les travaux de terrassement, surtout sur une zone aride, par exemple comme celle de Ouarzazate, où il y a beaucoup de poussière. Ces travaux de terrassement vont générer beaucoup de poussière. Qu'est-ce qu'on peut faire pour y pallier? Par exemple, en phase de construction, on va pouvoir procéder à un arrosage des pistes en attendant qu'il y ait réellement des routes pavées, par exemple. D'un point de vue social, on va essayer de faire en sorte de mesurer les quantités de particules qui sont émises et à quelle distance elles sont émises pour ne pas avoir un impact, bien évidemment, sur les populations qui sont avoisinantes. Ce sont toutes des mesures qui sont proposées à être mises en place. Ensuite, nous avons un programme de surveillance et de suivi du projet qui est toujours intégré dans l'étude. C'est un document qui fait l'office de plan d'action, on va dire, qui pour chacune de ces mesures qui ont été proposées va identifier le responsable de mise en œuvre, donc qui est en charge de mettre en œuvre cette mesure, à quelle phase du projet, est-ce qu'on le fait pendant la phase de construction, est-ce qu'on le fait pendant la phase d'exploitation, à quelle fréquence on le fait. Par exemple, l'arrosage des pistes, il va se faire 2 fois par jour, j'ai un exemple. À quelle fréquence il doit être fait, quel est le coût de cette mesure, donc est-ce qu'il y a des coûts qui vont être générés par la mise en place de cette mesure, et les indicateurs qui vont permettre de s'assurer que ces impacts-là sont réduits, minimisés ou même rendus à zéro. Et enfin, un résumé, bon ça on peut le mettre à la fin ou on peut le mettre au début, c'est un RNT, résumé non technique, qui est à destination du grand public. Pourquoi? Parce que ces études-là doivent être publiées sur les sites internet, en tout cas sur le site internet de Mazen. Donc voilà les 4 grandes étapes. La description du milieu naturel, donc comme je vous le disais, ça implique une équipe d'experts très, très variée avec des formations, des formations très différentes. Puis une évaluation des impacts qui va aboutir à une matrice des impacts qui va identifier pour chacune des thématiques, donc eau, sol, déchets, etc. Et parmi les différentes phases, la planification, la construction et l'exploitation, si c'est un impact positif, si c'est un impact négatif majeur, si c'est un impact négatif modéré ou mineur. Donc vous voyez bien, là il y a quelques couleurs, le jaune, le orange, le vert. Ensuite, la proposition de mesures d'atténuation, c'est sous forme de tableau, comme vous pouvez le voir. Et enfin, le plan de gestion environnementale et sociale ou de surveillance et de suivi qui va définir les responsabilités, la fréquence de mise en œuvre, les indicateurs qui vont permettre de faire le suivi. Ensuite, le deuxième document dont je vous parlais tout à l'heure, c'est le plan d'acquisition de terrain. Donc c'est bien joli, mais chaque fois qu'on doit mettre en place une centrale solaire, on a besoin de mobiliser du terrain, parce que ce n'est pas des centrales solaires qui se font sur une petite superficie à côté de Rabat. C'est des très très grandes superficies. Dans le cas d'Ouarzazate, par exemple, 3000 hectares ont été mobilisés. 3000 hectares, c'est à peu près l'équivalent de la ville de Rabat, intramuros, sans Salé, ni Tmera, ni Harhoura, la ville de Rabat. Imaginez à quel point c'est grand. Et donc, pour faire ces centrales-là, il faut mobiliser ces terrains. Dans le cas d'Ouarzazate, par exemple, ces terrains appartenaient à une collectivité territoriale. Au Maroc, le mode de fonctionnement
Avant d'arriver à ça, du coup, le plan d'acquisition de terrain, c'est le document qui va décrire l'ensemble des démarches qui ont été menées pour acquérir ces terrains. Tant d'un point de vue administratif, c'est-à-dire on a fait une réunion avec tel organisme, on a obtenu un accord écrit de leur part pour la cession de ce terrain, on a fait une évaluation du prix avec telle commission qui s'est basée sur les prix du marché, le prix qui a été fixé est de tel. Donc c'est un ensemble de documents administratifs, de papiers administratifs, mais c'est aussi tout le cadre qui va permettre de prendre en considération un certain nombre d'aspects sociaux. Je vous donne un exemple. Le cas de Ouarzazate, c'est 3000 hectares dont je vous parlais, qui représentent à peu près la superficie de la ville de Rabat. Et ces 3000 hectares, ça c'est souvent le choix qui est fait par Mazen. Par exemple, ces 3000 hectares n'avaient pas de vocation agricole. Mais s'il y avait eu parmi ces 3000 hectares des parcelles agricoles, il aurait fallu que Mazen indemnise l'agriculteur pour les pertes de revenus que cette cession lui aurait causées. Dans le cas de Ouarzazate, donc ces 3000 hectares qui appartiennent à une collectivité territoriale, le mode de fonctionnement au Maroc, c'est qu'il y a des décrets qui régissent ça. Les collectivités territoriales, c'est Jama'at Soulaliya. La DAR, la direction des affaires rurales, qui appartient au ministère de l'Intérieur, elle agit en tant qu'instance de tutelle. C'est comme son représentant, en gros, auprès du gouvernement. Et comment ça se passe? Une fois que cette collectivité donne l'accord formel, bien évidemment par écrit, pour la cession de ce terrain, la direction des affaires rurales va aller chez cette collectivité et lui dire, écoutez, on a tant de dirhams qui ont été versés par Mazen pour l'acquisition de ce terrain. Que souhaitez-vous en faire? La loi offre 3 opportunités pour ces populations, par exemple. 1, c'est la répartition de cet argent équitablement parmi les membres de la collectivité. C'est pas ce qui a été choisi, et c'est une très bonne chose, parce que souvent ça crée beaucoup de problèmes. 2, c'est l'apurement des biens, c'est-à-dire on garde cet argent dans ce compte-là. Et 3, bien évidemment, chacune des collectivités du Maroc a un compte auprès de la DAR, la Direction des Affaires Rurales. Et troisièmement, c'est la réalisation de projets sociaux. Donc en gros, et c'est l'option qui a été choisie par exemple pour la collectivité territoriale de Ouarzazate, Aït Gourour, cette collectivité a fait des réunions avec leurs noueb, leurs représentants, pour lister un certain nombre de projets qu'elle souhaitait réaliser. Donc il y a eu des écoles qui ont été faites, il y a eu des systèmes d'irrigation agricole, des khtarat ou des spriat, il y a eu des jouets qui ont été faits, il y a eu des maisons d'étudiants qui ont été faits. En gros, tous les projets qui sont demandés par cette population sont étudiés et sont réalisés à travers des appels d'offres. Et c'est la direction des affaires rurales qui se charge de mener à bien ces projets. Donc faire les appels d'offres pour sélectionner les entreprises qui vont construire ces projets, faire le suivi de la construction et livrer ce projet à la population. Encore une fois, ces acquisitions et donc ce plan d'acquisition de terrain, c'est un document que Mazen réalise. Donc on fait en sorte qu'il soit conforme à la réglementation nationale. Mais encore une fois, il faut qu'il soit conforme aussi aux exigences internationales, puisque les bailleurs de fonds ont des exigences environnementales et sociales. Et d'un point de vue social, ne serait-ce que par exemple quand, pour le nouveau site de Middles, une des problématiques qu'on a rencontrées, c'est que le site qu'on a voulu acquérir et qu'on a acquis est un site qui faisait l'objet de passages de bétail. C'est de la transhumance ou du pâturage extensif. Certes, c'était peu, puisque de toutes les manières, sur ce site, il n'y avait pas beaucoup de végétation, il n'y avait pas beaucoup d'eau, donc ça n'attirait pas forcément le bétail. Mais il y avait quand même quelques agriculteurs ou quelques éleveurs, qui faisaient passer leur bétail par là. Donc on a dû faire en sorte de leur trouver un passage alternatif pour ne pas les gêner dans ce passage. On a dû faire en sorte de laisser l'accès à une rivière, un petit cours d'eau qui passe sur le site, pour ne pas les priver de cette eau dont ils bénéficient depuis des années. Ce sont toutes des mesures sociales qui vont permettre de faire en sorte que ce plan d'acquisition de terrain soit mené à la fois conformément à la réglementation nationale, donc avec les démarches administratives qui y sont afférentes, mais aussi en conformité avec les meilleures pratiques internationales. Très rapidement, juste le contenu d'un plan d'acquisition de terrain, on fait une introduction, on décrit le projet, on fait une enquête socio-économique, parce que avant d'acquérir, il faut qu'on se familiarise avec qui est cette population, ou qui est... Souvent, les terrains n'appartiennent pas forcément à des populations, ils peuvent appartenir au commissariat aux eaux et forêts, ils peuvent appartenir à d'autres départements ministériels marocains, c'est pas tout le temps une population, mais il faut analyser les différents ayants droit. Le cadre juridique qui va régir l'acquisition de ce terrain,
Parce que par exemple, quand on est dans le cas de collectivité territoriale, c'est une cession. Mais quand on est dans le cas, par exemple, d'un domaine privé de l'État, ça peut être que des redevances annuelles. C'est-à-dire que c'est juste une sorte de location. Le terrain ne nous appartiendra jamais, c'est juste des locations et des redevances qu'on va verser annuellement. La procédure d'acquisition pour la nouvelle parcelle, la consultation et la participation communautaire, la description de la compensation et des autres assistances à la réinstallation des populations. Dans le cas de Mazen, on n'a jamais eu de cas, mais ça peut exister. Il se peut que le terrain qu'on choisisse soit un terrain qui abrite des populations et qu'il va devoir falloir les déplacer. La valeur des actifs, à travers justement la commission d'évaluation dont je vous parlais tout à l'heure, et qui va fixer un prix qui soit suivant l'étude de marché qui aura été faite. Le système de gestion des conflits, c'est un mécanisme de gestion qui va permettre de proposer à toute partie prenante le processus de gestion des plaintes, donc pour pouvoir déposer une plainte, recevoir une réponse. Les responsabilités institutionnelles du plan de réinstallation, bien sûr le calendrier, le monitoring et la mise en œuvre, et l'ensemble de la documentation qui va justifier de la mise en œuvre de toutes ces mesures. Ensuite, le plan d'engagement des parties prenantes, donc c'est une conformité qui vient principalement des bailleurs de fonds. Malheureusement, au Maroc encore, on n'a pas de réglementation qui définit la manière avec laquelle on doit mettre en œuvre un plan d'engagement des parties prenantes. En anglais, on appelle ça le Stakeholder Engagement Plan. Donc l'ensemble de ces bailleurs de fonds ont pour exigence de faire réaliser par le promoteur, donc par Mazen, le plan d'engagement des parties prenantes. Donc l'objectif de ce plan, c'est au niveau d'un certain périmètre géographique qui est autour de la zone du projet, de garantir l'acceptation de ce projet en faisant en sorte de maximiser les retombées socio-économiques pour les communes avoisinantes, les provinces, les régions, et en impliquant l'ensemble des parties prenantes. Donc ce plan d'engagement de parties prenantes va contenir une description de la population de la zone d'influence du projet, avec sa monographie, sa structure sociale, sa morphologie, son organisation. Donc on va vraiment aller dans le détail du détail. C'est-à-dire que, et c'est quelque chose qui n'est vraiment pas réplicable d'une région à l'autre, parce que même au sein du Maroc, la manière de communiquer des douawar, par exemple, qui entourent le complexe de Ouarzazate ne sera pas du tout la même que celle à Midelt, ou que celle à côté d'Oujda, ou que celle à côté... Je pense que vous provenez certainement tous de différentes villes, vous vous rendez compte qu'une manière de communiquer, une morphologie, une histoire qui est différente d'une région à une autre. Donc c'est essentiel de comprendre les modes de communication des populations avoisinantes. Ensuite, une identification des enjeux et des défis auxquels fait face cette population. Bon, il y a certainement beaucoup de défis qui sont communs à plein de régions, le manque d'emploi, le manque d'infrastructures de base, les problématiques liées à la santé, liées à l'éducation, etc. Mais il faut quand même faire une analyse pour jauger un petit peu le niveau de chacune de ces régions, de savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir apporter, mais qui va réellement répondre à leurs besoins. Et ensuite, une proposition d'engagement des parties prenantes à travers un plan de communication, donc identifier l'ensemble des mesures qui vont être mises en place pour, comme je vous disais tout à l'heure, faire une consultation publique et présenter une étude, ou les réunir pour faire une sensibilisation particulière par rapport à un sujet particulier. Moi, je me rappelle que, par exemple, pour Ouarzazate, étant donné que le site est situé à 1 km environ du douar le plus proche, et que le site était un tout petit peu surélevé par rapport au douar de Tesselmens, qui était un peu sous-élevé justement par rapport au site, l'ensemble de la population de ce douar avait peur qu'il y ait, en cas de crue, un déversement des eaux vers leur site. Donc on leur a expliqué, on les a réunis, et une explication scientifique basée sur des études qui ont été réalisées leur a été apportée pour leur donner le confort nécessaire au sujet de la prise en compte de cet élément dans le planning ou dans la réflexion architecturale qui avait été faite, notamment le drainage artificiel qui avait été pensé sur le site de Ouarzazate en prenant en considération les chaibettes existantes. Les chaibettes, c'est des sortes de petits lits d'eau naturels qui drainent l'eau vers le barrage, qui drainent l'eau vers un point de sortie et qui vont vers le barrage, qui alimentent les barrages. Donc voilà, c'est l'ensemble des communications qui peuvent être faites dans ce sens-là, les plans d'action et le mécanisme de gestion des plaintes. Et enfin, encore une fois, l'inventaire ou le listing de tous les procès-verbaux, de tous les comptes rendus des consultations publiques qui ont été réalisées. Vous remarquez bien que finalement, dans l'ensemble des documents, la justification de tout ce qui est mis en place est nécessaire. Et c'est quand même une bonne chose parce que finalement, ça nous pousse à les faire. Parce que du coup, on a une obligation de prouver que ce qui a été pensé a été réellement mis en place. Alors, bon, là, ce schéma est simplement pour vous montrer qu'il y a 3 phases de développement, la phase de planification, la phase de construction et la phase d'exploitation. Et
pour ces 3 documents de sauvegarde environnementale et sociale, dans le cas de Mazen, finalement, le plus gros du travail, c'est pendant la phase de planification. Souvent, on pense que c'est pendant la phase de construction ou pendant la phase d'exploitation que ça va être le plus dur, mais finalement, c'est de bâtir les bases solides environnementales et sociales qui est le plus difficile. Donc, c'est faire toutes les études d'impact environnemental et social pour s'assurer que le projet est acceptable d'un point de vue environnemental et social. Réaliser la consultation des parties prenantes à travers ce plan d'engagement et commencer cette consultation dès la phase de planification. Il ne faut pas attendre de bâtir la première pierre pour aller consulter la population. Il faut les voir en amont du projet. L'acquisition des terrains. Finalement, c'est en phase de planification que vraiment tout se réalise. Et en phase de construction et d'exploitation, finalement, on s'est engagé sur des choses en phase de planification. Donc en phase de construction et d'exploitation, on va faire en sorte de mettre en place ce sur quoi on s'est engagé et d'apporter des éléments justificatifs à la fois à notre directoire, mais aussi à nos bailleurs de fonds, sur la concrétisation de ces mesures. Alors, le développement durable à Mazen, c'est aussi sa transversalité. Je voulais juste faire une petite slide à ce sujet parce que on a souvent l'impression que le développement durable, c'est cantonné à certaines mesures environnementales et sociales, mais il y a une grande diversité des tâches qu'on peut mener, même si c'est dans un objectif de prise en compte des aspects environnementaux et sociaux. Et on voit bien que finalement, ça intervient dans les différents départements de Mazen. Je vous ai mis là une chaîne de valeurs dans lesquelles on a les différentes phases. La phase de prospection, c'est la phase où les équipes qui sont composées de topographes ou de personnes spécialisées dans la prospection de terrain vont essayer de choisir le meilleur terrain pour mettre en place un complexe, dans lequel, par exemple, nous, en tant que responsables des aspects environnementaux et sociaux, c'est la phase pendant laquelle on va réaliser l'étude d'impact. Alors, ça vous donne une idée, une illustration de ce que je disais tout à l'heure. Finalement, le terrain, on ne l'a pas encore acquis, on ne sait pas encore si c'est là-bas qu'on va construire, mais on commence déjà à réaliser notre étude d'impact. Parce que si finalement, on se rend compte qu'il y a, je ne sais pas, par exemple, c'est une zone de sismicité importante, on va se dire que c'est peut-être pas optimal pour réaliser un complexe solaire dans cette zone-là. Donc, la réalisation de ces études vraiment en amont est très importante. La réalisation des consultations publiques, la réalisation des plans d'acquisition de terrain. Donc une fois que le terrain a été identifié comme optimal pour la réalisation du complexe et que l'acquisition commence, il y a tout le processus dont je vous ai parlé tout à l'heure qui est mis en place. Au sein de la conception technique, c'est le deuxième département finalement qui intervient dans la chaîne de valeur. C'est le département qui va établir les spécificités techniques, donc les cahiers des charges que vont devoir respecter ces centrales. Typiquement, on va dire, tel miroir, il faut qu'il soit composé de tels matériaux qui va permettre d'être résistant à telle température. Le développement durable va permettre d'établir aussi des exigences spécifiques environnementales et sociales. Donc de dire, ce matériau-là, il doit être résistant à des conditions climatiques extrêmes, comme telle et telle information. On va aussi avoir l'opportunité de réaliser des études complémentaires. Par exemple, le cas de Ouarzazate ou le cas de Midelt, et aujourd'hui c'est devenu une habitude à Mazen, on se rend compte finalement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il y a un stress hydrique au Maroc. Et donc pour la réalisation de nos complexes, certains de nos centrales consomment quelque peu d'eau. Donc pour la réalisation de ces études-là, on s'est rendu compte qu'il était nécessaire de faire une corrélation entre la disponibilité de l'eau et le besoin en eau de nos complexes, et la réelle disponibilité de l'eau, et en prenant en considération les impacts du changement climatique. Ce qui veut dire que systématiquement, pour tous nos complexes, on va réaliser une étude, par exemple, qui va faire en sorte d'essayer d'évaluer la disponibilité de l'eau pour les 30 prochaines années, donc les 30 prochaines années d'exploitation de nos centrales, en prenant en considération les impacts du changement climatique. On va faire, bien évidemment, à l'aide d'accompagnement de cabinets externes spécialisés, mais des simulations qui vont prendre en considération différents paramètres climatologiques pour essayer de faire un certain nombre de simulations de la quantité d'eau qui sera disponible dans la région. Et on va d'abord s'assurer que l'eau sera disponible pour les 30 prochaines années avant de prendre une décision définitive de réaliser ce complexe-là. Parce qu'on est bien mignon, mais si finalement, au bout d'un certain nombre d'années, il n'y a plus d'eau parce qu'on est en stress hydrique, qu'on n'y avait pas pensé avant, on se sentira un peu bête. En phase de structuration, donc c'est le département dans lequel je suis, il y a effectivement le plus d'actions, mais c'est des tâches qui sont très différentes. Il peut y avoir toutes les phases d'évaluation environnementale et sociale avec les bailleurs de fonds. C'est-à-dire que, comme je vous le disais tout à l'heure, les bailleurs, pour pouvoir évaluer le projet et l'équipe projet présentée
ce projet à leur board, donc pour faire valider un financement, il faut qu'ils fassent un certain nombre de diligences environnementales et sociales. Les diligences, c'est quoi? C'est des analyses. Ils vont venir et ils vont nous poser un certain nombre de questions sur le respect de certaines exigences environnementales et sociales. Comment vous faites pour vous assurer que ceci? Comment vous faites pour acquérir vos terrains? Quelle est la mesure que vous avez mise en place pour compenser le passage des éleveurs? Voilà, c'est toutes des diligences qui sont menées par les bailleurs de fonds et auxquelles nous devons répondre pour leur permettre de donner suffisamment de confort à leur board pour nous accorder ces prêts concessionnels. Ensuite, on a toute la phase de négociation contractuelle. On pourrait penser que finalement, les aspects environnementaux et sociaux, c'est que des sociologues ou des économistes qui peuvent faire ça, ou des spécialistes de l'environnement, mais absolument pas, puisque ça nécessite une formation diversifiée, parce que par exemple, on fait des négociations contractuelles, ce qui veut dire qu'on va avoir un contrat en face des yeux, avec des clauses contractuelles à devoir rédiger, pour s'assurer à la fois que nous respectons les engagements avec les bailleurs, mais que nous les cascadons aussi auprès des entreprises que nous allons recruter, parce que finalement, ce n'est pas Mazen qui est sur le site directement, c'est les entreprises qu'on aura adjugées après des appels d'offres internationaux. Donc on va faire en sorte que les contrats ou les exigences des contrats soient cascadées correctement. On va faire des revues d'études d'impact environnemental et social spécifiques, faire toujours aussi les négociations contractuelles avec les développeurs, réaliser des consultations publiques. Et en phase de construction et d'exploitation, on met en place ce sur quoi on s'est engagé et on fait le suivi avec les indicateurs pour s'assurer que tout est respecté. Donc, le développement durable, c'est aussi une transversalité sur toute la chaîne de valeur du projet. Voilà. Donc, en conclusion, le développement durable, c'est un mode de développement qui permet à une entreprise d'augmenter sa performance globale, de se différencier pour attirer et fidéliser ses clients, attirer, fédérer, motiver ses salariés autour d'un objectif commun, améliorer les relations avec les parties prenantes, innover et développer de nouveaux marchés, réaliser des économies et maîtriser les risques, et fidéliser les actionnaires ou les financements. Je pense que vous retrouvez plus ou moins des exemples sur chacun de ces objectifs, sur ce que je viens de dire pendant ma présentation. Le développement durable, bref, petit rappel pour conclure du coup, c'est ces 3 thématiques, environnementales, économiques et sociales. Il ne faut pas dégrader l'environnement que nous allons laisser aux générations futures. Il faut continuer à répondre et à satisfaire les besoins actuels, donc en termes d'économie. D'un point de vue social, il faut essayer de réduire les inégalités en essayant de satisfaire les besoins en termes de santé, d'éducation, d'infrastructures de base, d'habitat, d'emploi, etc. Et en essayant de respecter ces 3 manières de faire de manière vivable, faire de manière équitable et faire de manière viable. Tout ça pour essayer de mettre en place un système harmonieux qui va pouvoir fonctionner sur le long terme et sur la durabilité, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Voilà, je vous remercie, c'était la fin de ma présentation. Je ne sais pas comment faire. Attends. Refresh. Plus. Voilà. Ouais. Alors, la première... 2 ou 3. Oui, comment on fait? Ah oui, dupliquer. Ouais. Merci. Donc on a apparemment une petite contrainte de temps, donc je ne vais peut-être pas pouvoir répondre à l'ensemble des questions. Quelles sont les pratiques RSE adoptées par Mazen pour contrer... Mais par contre, je serai disponible par la suite. S'il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu, je serai ravie de discuter avec chacun d'entre vous. Les pratiques RSE adoptées par Mazen pour contribuer au développement durable. Alors, il y a une différenciation à faire. C'est vrai que la limite est très subtile. Le RSE, ce n'est pas le développement durable. Ce sont 2 concepts qui ont des pratiques complémentaires
ou similaire. Mais la RSE, c'est la responsabilité sociétale de l'entreprise. C'est plutôt un cadre normatif qui est composé de 7 axes prioritaires, mais qui ne sont pas les composantes du développement durable. Donc c'est différent. Et à Mazen, nous faisons du développement durable. Nous ne faisons pas de RSE. Par contre, comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons une stratégie de développement local, et encore une fois, nous appelons ça une stratégie de développement local et non de la RSE. Et cette stratégie de développement local, faisant partie de l'ADN de Mazen, a pour objectif de favoriser l'insertion du complexe au sein de son environnement et de son contexte local. S'il vous plaît, un petit peu d'attention. De favoriser l'insertion du complexe au sein de son environnement et de son contexte local en mettant en place des actions sociales qui seront basées sur une étude socio-économique qui aura pu identifier les besoins réels de cette population en termes d'éducation, en termes de santé, par exemple l'organisation de caravanes médicales. En termes d'éducation, ça peut être, comme je vous l'ai donné tout à l'heure comme exemple, la réalisation d'une maison de l'étudiant ou la mise en place d'un bus scolaire pour le ramassage pour lutter contre l'abandon scolaire, des projets relatifs à l'entrepreneuriat, des projets relatifs à l'agriculture, etc. Donc en identifiant des axes ou des secteurs d'activité, on va mettre en place des mesures sociales pour favoriser l'insertion du complexe et agir en tant que levier de développement. Et surtout, ne pas se substituer à l'État. C'est pas du tout l'objectif, c'est simplement d'être un organe complémentaire, un organe de développement complémentaire aux organes de développement qui sont déjà disponibles sur site. Alors oui, pourquoi ratifier l'accord de Paris ? Je pense que, je ne sais pas si les indicateurs que je vous ai donnés n'étaient pas assez alarmants. C'est des choses peut-être qui vous paraissent lointaines de parler de désertification ou de destruction des coraux. Mais j'ai essayé justement de vous donner aussi d'autres exemples qui étaient relatifs à des impacts du changement climatique que nous, au Maroc, aujourd'hui, nous vivons et qui sont quand même des impacts dangereux, à la fois en termes de dégâts économiques, à la fois par rapport aux dégâts économiques que ça peut générer, mais les pertes humaines aussi que ça peut générer. Et donc c'est une volonté de se mobiliser dans cette lutte contre le changement climatique en essayant de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Puisque de toutes les manières, aujourd'hui, le développement entièrement axé sur la profitabilité et l'économie n'est plus un développement qui fonctionne. Nous remarquons bien aujourd'hui l'ensemble des conséquences que ce développement a. Il est nécessaire de concilier ces 3 composantes d'environnement, économique et social. Oui, pourquoi les pays très forts émetteurs n'ont pas ratifié ? Je pense que vous pensez au cas des États-Unis. Alors malgré le fait que leur président Trump n'ait pas voulu ratifier l'accord de Paris, ce n'est pas pour autant que l'ensemble des activistes américains, des institutions, des organismes, des entreprises ne sont pas mobilisés pour mettre en place des mesures en faveur de la lutte contre le changement climatique et de la réduction des émissions de CO2, donc de gaz à effet de serre. Donc c'est vraiment un point de vue purement personnel de la part de ce président qui, lui, a certainement des intérêts économiques par ailleurs qui font que ça ne l'arrange pas finalement d'aller dans cette démarche-là. Il n'y a pas encore de loi sur le développement durable au Maroc. Ce n'est pas une loi, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est une charte nationale sur l'environnement et le développement durable, dans lequel il y a un article qui définit une stratégie nationale de développement durable. Mais effectivement, le développement durable pourra être opérationnalisé de manière efficace jour après jour quand on mettra en place effectivement des lois. Le principe pollueur-payeur dont je vous parlais, c'est une institutionnalisation, c'est la mise en place d'une institutionnalisation qui va permettre de faire en sorte que certaines entreprises vont être dans l'obligation finalement soit de diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre, soit de mobiliser des financements pour d'autres projets faibles émetteurs ou pas du tout émetteurs de gaz à effet de serre, etc. Concernant les collectivités territoriales, est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux que Mazen procède à l'achat des terrains des gens par mètre carré ? Parce que d'ailleurs, les terrains n'auront pas la même superficie forcément. J'ai pas très bien compris la question, mais je vais... Qui l'a posée ? Ouais, peut-être l'anonymat. En tout cas, si je peux apporter une réponse de ce que j'ai compris, quand il s'agit de collectivités territoriales, justement, le principe, c'est que ce sont des groupements de population. Donc, on ne peut pas agir spécifiquement personne par personne. Par contre, comme je vous le disais tout à l'heure, une fois que l'argent est versé, la possibilité est offerte à la population de répartir équitablement cet argent auprès de chaque membre de la population, de la collectivité ethnique. Mon cursus universitaire, je pense que je l'ai déjà exposé.
Pourquoi 42% et 52% et non pas d'autres chiffres? Je ne saurais pas réellement apporter une réponse concrète à ça. Vraiment, bonne question. Si un jour vous savez, vous me dites. L'empreinte écologique, point d'interrogation. Qu'est-ce que c'est l'empreinte écologique? C'est ça votre question? On parle plutôt d'empreinte carbone, c'est-à-dire chaque fois qu'on va évaluer un processus, qu'on va faire une analyse de cycle de vie de quelque chose, on va essayer d'évaluer son empreinte carbone, c'est-à-dire les émissions de CO2 que ce processus a pu émettre, en essayant d'analyser, en ayant une sorte d'approche systémique pour analyser l'ensemble des composantes de ce processus. Les difficultés rencontrées par le développement durable chez Mazen. Je pense que c'est ce que je vous ai dit en introduction. Le développement durable, c'est vraiment un mode de développement que n'importe quelle entreprise peut mettre en place et qui est axé sur ces 3 composantes. Malheureusement, à Mazen, aujourd'hui, on ne fait que de la gestion environnementale et sociale des projets. Mais d'un point de vue corporate, c'est-à-dire que les employés de Mazen aujourd'hui n'ont pas la chance d'avoir une stratégie de développement durable. Mais ça fait partie de nos ambitions. Inch'Allah, on espère pouvoir mettre en place ce genre de stratégie avec des axes directeurs qui seraient établis conformément à nos prérogatives et puis qui seraient surtout cohérents avec notre stratégie d'entreprise. Comment avez-vous fait pour décrocher un poste de chef de projet à un âge assez jeune? Alors, je ne suis pas si jeune que ça, j'ai 30 ans, mais j'ai obtenu mon bac à 17 ans. J'ai été faire mes études en France, 5 années d'ingénieur, ce qui fait que j'ai eu mon diplôme à 22 ans et que j'ai commencé à 22 ans. Donc j'ai 8 années d'expérience. Et quand on est sérieux, rigoureux, qu'on fait preuve de motivation, d'implication, de dynamisme, en tout cas, ayant travaillé en France et aujourd'hui ayant travaillé au Maroc, on est reconnu pour notre sérieux et notre rigueur. Voilà. Donc je pense que si j'avais un conseil à vous donner, si vous voulez avoir... en tout cas, il faut avoir de l'ambition professionnelle et surtout, il faut se montrer très sérieux, très motivé, très rigoureux, engagé et surtout croire en ce qu'on fait. Les gens de Ouarzazate disent qu'ils ont un problème au niveau de l'eau, alors que vous avez fait une étude d'impact. Effectivement, donc c'est la grande complexité de la situation et surtout de la gestion des aspects environnementaux et sociaux, c'est que malheureusement, malgré le fait de réaliser certaines études qui sont basées sur des résultats scientifiques, donc on peut scientifiquement prouver que finalement la consommation de l'ensemble du complexe de Ouarzazate ne représente que 0,8% du volume régulier annuel du barrage depuis lequel on puise cette eau. Même si cette information est divulguée auprès de la population, et basée sur des études scientifiques, on ne va pas inventer des chiffres. Même si c'est réalisé, malheureusement, la perception des gens, des fois, est tout autre. Pourquoi? Parce que, d'un point de vue d'agriculture, ils vont avoir un manque d'eau pour irriguer leur terre, ou l'accès à l'eau potable ne se fait pas correctement. Donc, ils vont essayer de voir quels sont les autres usagers de ce barrage. Ah, bah, il y a Mazen. Donc, forcément, des fois, il y a des conclusions hâtives qui sont tirées, alors que... d'un point de vue scientifique et technique, on a bien étudié la chose et on a bien analysé l'ensemble des éléments faisant partie de ce processus d'adduction d'eau. La consommation du complexe représente moins d'1% du volume régulier annuel du barrage. Voilà. Merci. Tu sais, c'est laquelle là qui les fait dit à la boucle. Donc je vais mettre à 10.
لا 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 غير باوربوينت. شوفي اكادي هادي لا لا هاد لا دوزيام. اوكي. الله يخليك لي زيتيديون واش كامل لي فيليير ولا كاين شي